Alors, on va maintenant aller sur ces histoires de variants rares, mais peut-être avant, je vais faire un tout petit peu d'historique. Donc, en 1993, donc, je vous l'ai dit, on trouve par des techniques qui étaient plutôt donc, basées sur des études familiales, c'était avant l'époque des GWAS, ce gène ApoE, impliquait donc des formes communes tardives de la maladie d'Alzheimer. Et puis, de 93 à peu près 2005 ou 2006, il y a des tas d'études, d'associations où les gens testent ce qu'on appelle des gènes candidats, en testant un certain nombre de polymorphismes dans ces gènes candidats, et puis avec des papiers qui disent tiens, ça suggère que celui-là pourrait être impliqué dans le risque génétique de la maladie d'Alzheimer, suivi de papiers qui contredisent, etc. Pour résumer 15 ans de littérature entre 1996 et 2009, il n'en reste quasiment rien. C'est-à-dire que toutes ces études d'association à gènes candidats n'avaient pas la puissance statistique nécessaire. On ne contrôlait pas suffisamment à l'époque pour ce qu'on appelle les tests multiples, etc. Enfin, il y a toute une sorte, il y a les biais de publication, on ne publie que les choses qui ont l'air d'avoir une signification statistique. Bref, pendant 15 ou 16 ans, aucune avancée réelle sur la génétique des formes communes de la maladie d'Alzheimer. Même les premières études GWAS, en 2007-2008, il dit on trouve ApoE, d'accord, vous connaissez déjà, et on trouve rien d'autre. En fait, pourquoi? C'est parce que, de nouveau, ces études, ce qu'il y avait à trouver avait un rôle beaucoup plus faible, disons, sur le risque que ApoE. Donc, pour pouvoir avoir des chances de le trouver, il fallait des études plus importantes, avec plus de malades. Et donc, il a fallu attendre 2009 pour que il y a des premiers gènes qui soient trouvés, et ce qui était satisfaisant, c'est de s'apercevoir que dans deux études concurrentes, on trouvait en partie les mêmes gènes, donc ça a montré déjà qu'on était capable de trouver des choses, et voilà, donc ce type de, ce qu'on appelle les Manhattan plots, hein, où ça c'est tous les variants qui sont testés le long du génome, et ça c'est la valeur statistique, la p-value en échelle logarithmique, ici c'est probablement une 5, 10, moins 7, etc. Au-delà de ça, on est sûr que c'est on est à peu près sûr que c'est statistiquement significatif. Simplement, dans la même étude, la p-value, donc la valeur statistique pour ApoE était 2 10 puissance moins 157, alors que là, on se trouve dans des 2 10 puissance moins 10, etc., ce qui vous montre qu'effectivement, on a un effet qui était plus faible. Mais, effectivement, on commence à trouver des choses dans ces études. Et... Ah, pardon, j'ai oublié de... Voilà. Oui. Et finalement, une étude beaucoup plus importante, donc publiée en 2013, les Français ont un rôle important, puisque le premier auteur, un spécialiste de la maladie d'Alzheimer, Jean-Charles Lambert, qui est à Lille, c'est une méta-analyse, c'est-à-dire que ça reprend plusieurs études GWAS qui ont été faites par des groupes différents, ça homogénéise l'analyse, on verra peut-être un petit peu comment c'est fait, et grâce à ça, ils identifient 11 nouveaux loci de maladie d'Alzheimer, mais quand on regarde les odds ratio pour ces nouveaux loci, c'est 1,1, 1,10, 0,80, mais il est assez rare. 0,80, ça veut dire que le variant rare est en fait protecteur contre la maladie d'Alzheimer. Quand vous avez un odds ratio qui est supérieur à 1, ça veut dire que ça augmente le fait d'avoir
l'allèle variant augmente le risque de maladie d'Alzheimer. Si vous avez un odds ratio qui est inférieur à 1, ça veut dire qu'en fait, le risque pour les porteurs du variant le plus rare est diminué, donc c'est un variant protecteur. Voilà, donc et alors, voilà, donc vous voyez, ça c'est tous ces variants qui sont trouvés au niveau des différents gènes. Il y a des variants qui sont trouvés comme étant des variants à risque, qui augmentent le risque, d'autres au contraire qui sont des variants protecteurs. Vous voyez, vous avez autant de variants protecteurs que de variants à risque. Et quand on regarde les fonctions, eh bien, on trouve des fonctions de nouveau qui collent avec ApoE, avec avec APP aussi, puisque les mécanismes d'endocytose, APP est une protéine transmembranaire, mais qui va subir les mécanismes d'endocytose et qui vont aboutir à ces dégradations et de recyclage à la membrane. Les aspects inflammatoires, immune et complement system, inflammatory response, tout ça, c'est dans quoi sont impliqués ces gènes. Transport des lipides, cholestérol, etc. Donc, vous voyez, tout ça, ça confirme un peu les hypothèses qu'on a déjà. Mais on reste à quand même être loin d'expliquer toutes les héritabilités de la maladie d'Alzheimer. Un papier récent suggère que finalement tous ces nouveaux gènes n'expliquent que 2% de la variance phénotypique de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un effet relativement faible. Donc, je vais passer à l'autre variante, voilà. L'autre partie. Donc voilà, cette dia aussi qui, je crois, était dans ce même article de Nature sur la missing heritability. Et cette dia montre, c'est un peu contrasté les maladies monogéniques, qui sont des maladies, comme je vous l'avais dit en introduction, où les mutations sont extrêmement rares, mais où elles ont un effet en termes d'odds ratio, un effet sur la maladie qui est extrêmement important, puisque dans beaucoup de cas, c'est le fait d'avoir la mutation est suffisant pour développer la maladie. Donc, les variants extrêmement rares qui causent les maladies dites mendéliennes ou les maladies monogéniques sont ici. Les variants qu'on va trouver associés aux maladies communes par GWAS, par les théories de Genome Wide Association Study, c'est des variants dont la fréquence dans la population est supérieure à 5%, donc on est ici 0,05%. 0,05, c'est 5%, pardon. Voilà. Mais c'est des variants dont l'effet en général est relativement faible, c'est-à-dire qu'ils vont multiplier par 1,2, 1,3 le risque. Il y a quand même quelques variants qui sont fréquents dans la population et qui, pour certaines maladies communes, ont des effets beaucoup plus importants. Les premiers qui ont été connus, même avant qu'on sache faire de la génétique au niveau de l'ADN par immunogénétique, c'est les variants HLA qui sont impliqués notamment dans les maladies auto-immunes et qui ont un effet, c'est des variants fréquents, mais qui ont un effet très important sur le risque, avec des odds ratio très importants. ApoE et Alzheimer aussi. Dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, vous avez aussi 2 ou 3 gènes dont les variants multiplient le risque par un facteur de 2 ou 3, donc ont un effet relativement important. Mais quand même, dans la plupart des cas, si vous voulez, ces variants communs ont des effets relativement modestes, je vous dis, des odds ratio qui sont entre 1,1 et 1,3, c'est-à-dire qui augmentent le risque de 10% jusqu'à maximum 30%. Et donc, on se posait un problème, c'est est-ce qu'il n'y a pas des variants de fréquence 1%, 0,5%,
donc plus rares, donc qui ne sont pas testés par les GWAS, et qui pourraient avoir des effets intermédiaires sur le odds ratio avec des effets de 2 ou 3, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver de tels variants rares qui sont, je dirais, inaccessibles par les techniques GWAS traditionnelles? Et donc, ce que je vais vous faire, c'est vous présenter assez en détail 3 papiers récents qui montrent comment, pour la maladie d'Alzheimer, ils sont arrivés à trouver effectivement de tels variants rares. En fait, dans chaque papier, ils ont trouvé un variant rare, donc qui est présent dans moins d'1% de la population, et qui a effectivement un effet assez important sur le risque de la maladie d'Alzheimer. C'est des papiers tout à fait intéressants, aussi du point de vue physiopathologique, mais effectivement, comme il ne trouve que d'un variant qui est très rare dans la population, même s'il a un effet fort, il n'explique pas grand-chose de l'effet génétique au niveau de la population générale. Mais c'est un début, ça illustre simplement. Donc là, je reprends donc cet article de 2013 sur tous les variants qui ont été trouvés. Vous voyez ApoE ici, c'est dans le Manhattan plot. Plus c'est élevé, plus c'est significatif, donc ça montre que c'est un effet détectable facilement et donc fort. Mais comment trouver ces variants rares? Et donc, dans un même numéro du New England Journal of Medicine, revue prestigieuse, publié en novembre 2012, il y a 2 papiers concurrents. Un papier, je dirais, surtout originaire de l'Angleterre, de Londres, mais avec coopération internationale pour pouvoir avoir suffisamment de cas analysés. Donc, et puis, un autre papier qui, lui, est surtout originaire d'Islande, où il y a cette fameuse boîte de biotechnologie qui s'appelle Decode, qui fait de la génétique de manière assez étonnante, et dont le directeur est Kari Stephenson, qui est un scientifique lui aussi assez détonnant. Et ces 2 papiers identifient le même variant dans le même gène comme étant un variant rare associé à un risque important de maladie d'Alzheimer. Et il y a dans le même numéro un commentaire qui insiste sur l'importance de cette découverte dans 2 études complètement séparées. Donc là, on est sûr que c'est du solide. Alors, je pense que c'est intéressant d'aller dans les détails de la manière dont ils ont fait les choses. Alors, l'étude qui est coordonnée par John Hardy à Londres, qui est un spécialiste depuis très très longtemps d'Alzheimer, c'est lui qui a écrit cette revue de 2002 qui a été citée 5000 fois que je vous ai présenté rapidement. Donc, dans cette étude, vous savez qu'à l'heure actuelle, grâce au séquençage à haut débit, on est soit capable de séquencer l'ensemble du génome, c'est-à-dire tous les gènes, mais aussi les régions intergéniques, les introns, les exons, tout le génome, mais ça reste encore assez cher et puis c'est très lourd d'analyse, et puis vous générez tellement de variants que ça devient difficile de les analyser, on verra. Et puis, ils ont aussi, sur 280 patients et 504 personnes non atteintes, ils ont soit séquencé le génome complet, soit dans d'autres, l'exome, c'est-à-dire uniquement les séquences codantes des gènes. Il y a à peu près 22 000 gènes. Donc l'exome, c'est analyser les 5% du génome qui codent pour des protéines. Voilà. Donc, ils ont vraiment... disons en tout cas même avec l'exome, on séquence tous les gènes, au moins tous les gènes, les séquences codantes. Une chose intéressante aussi, ils avaient fait, dans les personnes non atteintes, ils avaient 175 personnes qui avaient
plus de 65 ans, c'est important parce qu'évidemment, quand vous avez une personne non atteinte de 40 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des gènes de prédisposition à la maladie d'Alzheimer qui va déclencher à l'âge de 60 ou 70 ans. Donc, si vous avez des gens âgés qui sont sans maladie, mais ils avaient même encore plus, un certain nombre de leurs cas et de leurs contrôles venaient en fait type neuropathe. Ça veut dire quoi? En fait, c'est des gens qui sont décédés, dont les cerveaux sont dans des banques de cerveau et où donc on a pu vérifier effectivement qu'ils avaient bien la maladie d'Alzheimer. Parce qu'en fait, je vous avais dit, initialement, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer était un diagnostic neuropathologique a posteriori. Avant, on pouvait dire, voilà, une démence, ça ressemble à de l'Alzheimer, mais est-ce que c'est vraiment de l'Alzheimer? On ne pouvait le savoir que si on trouvait des plaques et des tangles. Les plaques et les tangles, ça ne se trouve que post-mortem. Alors maintenant, grâce à l'imagerie médicale, on a des moyens de détecter, si vous voulez, par IRM, des signes de neurodégénérescence sans avoir besoin d'attendre le décès de la personne. Mais enfin, c'est quand même pas aussi précis que la neuropathologie. Et donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire, neuropathe? C'est que c'est vraiment des cas Alzheimer ou contrôle vérifiés par neuropathologie. Il y a des plaques et des tangles où il n'y en a pas. Voilà, donc ça c'est juste... Donc, ils font ce séquençage de 280 personnes atteintes, 500 personnes, séquençage de tous les gènes. Et puis après, ils disent, ben voilà, dans ces séquences, nous avons analysé 6 gènes. Alors ça paraît un peu curieux. Pourquoi séquencer 20 000 gènes si, après, on n'en analyse que 6? Et quand on regarde quels sont les 6, APP, PS1, PS2, préséniline, MAPT, c'est tau, il y a un truc qui s'appelle prégranuline qui est aussi impliqué dans une démence, et puis un gène TREM2. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? On va voir pourquoi est-ce qu'ils ont mis TREM2. Mais comme dit, on peut se poser la question, pourquoi séquencer l'exome ou le génome entier et analyser seulement 6 gènes, et pourquoi ces 6 gènes? Alors pourquoi ces 6 gènes? C'est évident, pour 5 d'entre eux, ils sont impliqués dans Alzheimer ou dans des démences qui ressemblent beaucoup à Alzheimer, et TREM2, en fait, il y avait 2 ou 3 papiers suggérant que TREM2 pouvait être un candidat pour la maladie d'Alzheimer. Donc, finalement, on revient sur les gènes candidats. Ceci dit, sur les 5 premiers, ils ne trouvent rien, et sur TREM2, ils trouvent un excès de variants dans l'exon 2 de TREM2, et notamment, ils trouvent ce variant où une arginine est remplacée par une histidine à position 47, R47H, qui trouve chez 22 cas et chez 5 contrôles. Voilà, c'est suggestif, c'est pas plus que ça pour le moment. Et puis il y en a quelques-uns aussi, vous voyez, 6 à 0, alors 6 chez les cas, 0 chez les... mais si vous faites le test de significativité statistique, ça n'est pas significatif, c'est suggestif. Mais voilà. Et puis, on viendra, il y a 3 variants, ici, celui-là, celui-ci et celui-là, qu'ils ne trouvent que chez les cas et pas chez les contrôles. Et ils appellent ça les mutations Nasu-Hakola. Et en fait, qu'est-ce que c'est Nasu-Hakola? Nasu-Hakola, c'est une maladie très rare, une maladie monogénique, récessive, qu'on trouve le plus souvent dans des familles consanguines, et qui se traduit par une démence qui survient vers l'âge de 35-40 ans, associée à des anomalies osseuses de type kyste osseux. Simplement, il y avait eu une publication libanaise d'André Mergarbané décrivant une famille où le gène TREM2, c'était connu comme étant le gène muté dans Nasu-Hakola.
Et il y avait une famille libanaise, qui d'ailleurs n'est pas citée, le papier n'est pas cité par nos Anglais, ils citent un autre de leurs papiers, mais pas celui, ce papier libanais. Il avait trouvé dans une famille avec une forme de démence précoce sans kyste, une mutation dans ce gène Nasu-Hakola. Donc ça devenait, TREM2 devenait, pour cette raison et pour une autre que je vous présenterai, un gène candidat. Alors maintenant, si on repose la question, pourquoi est-ce qu'ils séquencent 22 000 gènes et ensuite ils en analysent que 6 ? Eh bien, c'est tout simplement que quand vous analysez, si vous analysez 22 000 gènes, vous allez trouver des dizaines de milliers de variants. Et ces dizaines de milliers de variants, sur, vous avez 1000 cas, 1000... oui. Pardon, ils ont analysé 280 patients et 500... c'est ceux-là qu'ils ont séquencé les 22 000 gènes. Ce n'est pas les 1000, ils sont allés après. Mais vous allez trouver plein de variants qui vont avoir par hasard des variabilités. Vous allez un peu en trouver plus chez les patients, un peu plus chez les contrôles, etc. Si vous êtes obligé de contrôler pour le fait que vous avez testé 10 000 ou 20 000 variants, c'est complètement insuffisant pour avoir des résultats statistiquement significatifs. Donc cette étude, je suppose qu'ils sont aperçus après, parce que enfin, c'est curieux, mais enfin bon, finalement ils ont trouvé quelque chose d'important, c'est bien, mais si vous voulez, je pense que tout le monde s'est un peu lancé dans ce truc, maintenant qu'on peut séquencer tous les gènes, on va trouver tous les variants rares, etc. Et ce qu'ils s'aperçoivent, c'est que vous trouvez tellement de choses que, sauf si vous avez des effets extrêmement forts d'un variant donné qui se trouve que chez les patients et pas du tout chez les normaux, mais en plus, comme c'est des variants rares, si vous analysez 500 personnes et que vous avez un variant rare qui est dans 1%, vous allez le trouver chez 5 personnes. Alors même si vous dites qu'il est 2 fois plus représenté chez les atteints, il est présent à 15 chez les atteints et qu'à 3 chez les non atteints, si c'est au milieu de 10 000 variants, ça n'est pas statistiquement significatif. Donc si vous voulez, bien qu'ils avaient tout le génome, ils ont finalement analysé que ces 6 gènes candidats. Donc là, on a des données suggestives, et ça c'est juste pour dire à leur TREM2 qu'effectivement, il avait été identifié comme étant associé donc, à cette maladie de Nasu-Hakola. Eux, ils disent dans leur papier qu'ils avaient trouvé, recently identified, on a trouvé récemment des mutations homozygotes chez 3 patients qui présentaient un phénotype clinique de démence frontotemporale avec des anomalies de la substance blanche, mais sans anomalies osseuses, celles qui sont typiques du Nasu-Hakola. Il ne cite pas le papier de André Meir-Garbanet, qui effectivement avait déjà décrit en 2008 effectivement une famille mutation in TREM2 lead to pure early onset dementia without bone cyst. Bon, ça c'est une petite chose. Alors TREM2, il y avait une autre raison de s'y intéresser. Je vous ai dit qu'il y avait des modèles de souris qui sont des modèles d'Alzheimer. Alors comment est-ce qu'on fait ? C'est pas évident de faire un modèle de maladie d'Alzheimer chez la souris. Parce que la maladie d'Alzheimer, ça prend quand même les formes les plus sévères, les formes précoces, ça met 40 ans. La forme commune de maladie d'Alzheimer, ça commence éventuellement à 65-70 ans, mais souvent nettement plus tard. Donc évidemment, vous ne pouvez pas modéliser ça chez la souris, d'abord parce que la souris ne vit pas aussi longtemps. Deuxièmement, même si vous aviez une souris qui vivait 10 ou 20 ans, faire un modèle qui demande d'attendre 10 ans ou 15 ans avant de voir quelque chose, c'est pas très stimulant pour les étudiants en thèse ou pour les post-docs qui passent 3 ou 4 ans dans le labo
et qui veulent pouvoir avoir des résultats. Donc vous êtes obligé, quand vous voulez faire un modèle souris d'une maladie neurodégénérative, de pousser les choses. Pousser les choses, ça peut vouloir dire que votre modèle reproduit effectivement la pathologie, mais peut-être de manière un peu distordue. Et donc, il y a un modèle qui est assez utilisé, de souris modèle d'Alzheimer, qui s'appelle le modèle APP23. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une souris transgénique où on surexprime le gène APP, donc qui est précurseur du bêta-amyloïde, mais on le surexprime non pas un gène APP normal, on surexprime un gène APP muté qui est porteur d'une mutation dite suédoise parce qu'elle a été trouvée dans une famille en Suède qui avait une forme très précoce de maladie d'Alzheimer. Donc si vous voulez, on va dire, on surexprime dans cette souris une protéine qui est responsable de maladie d'Alzheimer précoce, et puis on en fait beaucoup, donc pour avoir effectivement Et ces souris développent effectivement des plaques amyloïdes, donc ça c'est bien, et elles développent aussi des problèmes cognitifs, hein, on peut faire des tests de mémoire, etc. Donc c'est un des modèles standards de la maladie d'Alzheimer. Alors ce qu'ont fait ce groupe, surtout allemand, hein, c'est de prendre ce modèle et de se dire, est-ce que là où il y a des plaques, ça entraîne une réaction du tissu environnant qui fait qu'il y a une dysrégulation de gènes dans les cellules environnantes, et ça pourrait être des gènes intéressants parce que c'est quelle est la réaction causée par la présence de cette plaque. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, avec ce qu'on appelle un microdissecteur laser, ils ont découpé la région où il y a les plaques et ils ont extrait les ARN donc, de la région qui est juste autour de la plaque. Et ils ont comparé ça avec des ARN qui sont présents dans d'autres régions du cerveau, mais où il n'y a pas de plaque. Donc, ils comparent ce qu'on appelle le transcriptome, l'expression des divers gènes, et dans le tissu qui est juste adjacent à la plaque, et dans un tissu du cerveau équivalent, mais où il n'y a pas de plaque. Et ils trouvent qu'ils ont 538 gènes qui ont l'air dysrégulés, mais le plus fortement dysrégulé, c'est un gène qui s'appelle TREM2. C'est un papier de 2008. Le papier que j'étais en train de vous montrer, c'est un papier de 2014, hein, ou de 2013. Donc là, on est 2013. Là, on est en 2008, et simplement, vous voyez les résultats, donc l'expression du gène TREM2 des ARN messagers. Ça, c'est dans le tissu autour des plaques, et ça, c'est du tissu où il n'y a pas de plaques, donc vous voyez une différence très importante. Ça, c'est par analyse transcriptome, donc les puces d'analyse du transcriptome. Quand on vérifie par une technique plus quantitative, qui est la PCR quantitative, on trouve quand même une différence qui reste très importante entre l'expression autour des plaques et l'expression dans un tissu sans plaques. Et puis il y a un deuxième gène qui est aussi surexprimé. Il se trouve que ce deuxième gène code pour une protéine qui interagit avec TREM2. Donc, si vous voulez, ça suggérait qu'effectivement TREM2 était surexprimé, et TREM2, en fait, est exprimé dans la microglie, et la microglie, c'est ce qui est impliqué dans les réactions inflammatoires, mais aussi dans essayer de se débarrasser du bêta-amyloïde. Donc, tout ceci pour expliquer pourquoi, parmi les 6 gènes où il y en avait des gènes qui étaient déjà bien connus depuis très longtemps, ils avaient mis TREM2.
Alors, ça c'est juste pour vous montrer qu'avec les données telles qu'ils les avaient sur les... donc ils avaient séquencé à peu près 300 patients et 500 normaux, mais ensuite ils avaient retesté là où il y avait des résultats suggestifs dans d'autres patients, donc ils atteignent 1000 patients et 1000 contrôles. Vous voyez que ce R447H, il y a un p-value de 1, 10-3, donc ça a l'air d'être significatif, mais ça n'est significatif que si on analyse un petit nombre de gènes. Au niveau du génome entier, c'est absolument pas significatif. Et avec un odds ratio de 4,5, un effet fort. Vous voyez le D87N qui était présent chez 6 patients et 0. La p-value, c'est 0,02. C'est tout juste, disons, ça suggère que ça pourrait être significatif, mais ce n'est pas très convaincant. Donc, ils vont vouloir vérifier, et ils vont vérifier ça en prenant d'autres cohortes de maladies d'Alzheimer. Et d'une part, ils vont directement tester uniquement ce variant R47H dans 2000 patients et 4000 contrôles. Et ils trouvent effectivement un P de 10-3, donc c'est pas mal. Voilà. Mais ils vont faire aussi autre chose dont je vais parler plus pour le second papier, parce que le second papier est basé uniquement sur cette stratégie d'imputation. Quand vous avez un variant qui survient, enfin qui est présent dans une région de notre génome, ce variant est survenu, puisqu'il est là, c'est parce qu'il y a 50, 100, 300 générations, il y a une mutation qui a créé ce variant et qui l'a créé dans un environnement donné où il y avait, sur un chromosome, où il y avait toute une série d'autres variants. Et dans la région qui est toute proche donc, du variant d'intérêt, il va finalement se retrouver toujours associé avec les variants qui sont présents, ce qu'on appelle l'haplotype, qui sont présents autour. Et ça permet de faire ce qu'on appelle de l'imputation. L'imputation, c'est de dire même si on n'a pas génotypé directement un variant précis, mais qu'on a génotypé, qu'on connaît les variants qui sont autour, on va pouvoir, si on a suffisamment d'informations sur l'association entre les variants et les haplotypes, on pouvoir dire, voilà, telle personne qui a ce pattern de variants autour devait également avoir ou non le variant d'intérêt. Donc l'imputation, c'est inférer à partir de variants dans une région donnée qui ont été testés directement, d'inférer quel doit être le variant présent qui n'a pas été testé. Et donc, ils font ça puisqu'ils avaient des données de GWAS, de génotypage, qui permettaient de faire cette imputation. Et là aussi, ça leur permet, donc, non pas d'avoir directement génotypé ce variant, mais de dire, voilà, ces personnes-là, dans cette étude, sont très probablement porteuses de ce variant. Et là, de nouveau, ils en trouvent plus chez les cas que chez les contrôles, avec de nouveau une significativité forte. Donc, tout ça, à la fin, ils disent que ça permet de dire que ce variant R47H, la probabilité qu'il soit effectivement significatif, c'est une p-value de 1,4 10-7, donc là, maintenant, on est complètement significatif, et avec un odds ratio qui est environ de 4,5. Donc, odds ratio de 4,5, c'est-à-dire le fait d'avoir ce variant, multiplie par 4,5 la probabilité d'avoir une maladie d'Alzheimer chez ceux qui portent ce variant, mais qui est un variant rare. Hein, ce variant, ils l'ont trouvé chez 38 des 2000 patients Alzheimer,
et c'est seulement 15 des 4000 contrôles. Donc vous voyez, chez les contrôles, il a une fréquence de 0,18%, chez les malades d'Alzheimer, une fréquence de 1%. Ça reste un variant très rare. Alors, quand même, et ça c'est un des intérêts de l'étude, comme ils avaient des prélèvements neuropathologiques des cerveaux, etc., comme c'est un variant très rare, qu'on ne trouve que chez 1% des malades d'Alzheimer, on pourrait se demander, est-ce que ceux qui ont ce variant, finalement, ils ont vraiment une maladie d'Alzheimer typique, ou est-ce qu'en fait, il s'agit finalement de quelque chose de différent, qui donne une démence, mais que ce n'est pas vraiment des Alzheimer. Et donc le fait qu'ils avaient des cerveaux en banque, et dont des cerveaux de porteurs de ce variant, ils ont pu, donc c'est une des figures de papier, vérifier que chez les porteurs de ce variant, effectivement, on trouve les plaques, on trouve les tangles, donc c'est vraiment bien de la maladie d'Alzheimer. Okay. Donc ça, c'est un papier qui est intéressant, il trouve quelque chose d'intéressant. Donc ça c'est juste l'imputation, je vais passer, bon peut-être ça va vous expliquer ici, voilà. Quand vous avez par exemple un variant qui altère la fonction, je vais appeler ça une mutation, il se trouve sur, il est arrivé sur un chromosome qui était porteur déjà d'un variant blanc, d'un variant rouge, etc. Donc il va se retrouver finalement toujours associé à ce variant rouge et ce variant blanc, d'accord, parce qu'ils sont présents dans la même région, et ça n'est pas séparé par recombinaison. Mais par contre, même si cette mutation se trouve toujours sur un haplotype rouge-blanc, vous ne pourrez pas imputer, si vous avez juste testé rouge et blanc, vous ne pourrez pas imputer en disant, quand on a rouge-blanc, c'est qu'on a cette mutation, parce que vous voyez, vous avez des rouges-blancs qui n'ont pas la mutation. Donc il faut avoir beaucoup plus de données sur les variants qui sont présents sur ces chromosomes pour pouvoir avoir suffisamment de données pour dire, avec tel haplotype particulier, on peut déduire que cette mutation est présente, même si on ne l'a pas typée. Et cette technique d'imputation, donc, qui est une technique statistique, qui demande une grande puissance informatique, est très utilisée, par exemple, dans les méta-analyses. Quand vous avez différentes études de Genome-Wide Association, ils n'utilisent pas toujours les mêmes, ce qu'on appelle les puces SNP, ils ne typent pas les mêmes variants. Il y a un certain nombre de variants qui sont tout à fait en commun, mais la puce Illumina de tel type n'a pas exactement les mêmes variations qu'une puce Illumina d'un autre type ou que la puce Affymetrix d'un troisième type. Donc quand vous voulez faire une méta-analyse, c'est-à-dire coordonner 5, 10 études différentes, si vous n'aviez pas l'imputation, vous ne pourriez faire que pour les variants qui sont en commun dans chacune de ces études. Et ça limite beaucoup les variants que vous pouvez déduire. L'imputation, ça vous permet de dire, à partir, si vous avez une connaissance suffisamment grande des haplotypes dans la population, et des haplotypes denses, qui ont suffisamment d'informations, vous pouvez dire, voilà, ici, il y a le variant A et le variant C qui ont été génotypés, mais pas le variant B, mais de la connaissance de A et de C, je peux déduire B, est-ce que B était présent chez tel patient, est-ce qu'il n'était pas présent, etc. Donc c'est très important pour la méta-analyse, c'est très important aussi pour essayer de faire ce qu'on appelle la cartographie fine, parce que quand on a un variant qui a l'air d'être associé à un risque de maladie, la question c'est de trouver le variant causal, qui n'a peut-être pas été génotypé, mais si on a de nouveau des données d'haplotype, on peut imputer, on peut inférer la présence ou non des autres variants. Et attendez, voilà, c'est un peu ce qui est montré ici. Imaginons une étude où vous aviez ça, c'est les variants qui ont été génotypés. Si vous avez la connaissance des haplotypes et des associations entre haplotypes
et présence ou absence de chacun des variants, vous allez pouvoir inférer toute une série de variants qui sont entre les variants testés et vous apercevoir, par exemple, que ce variant qui n'avait pas été testé a un effet beaucoup plus fort sur le risque de la maladie que les variants testés. Et donc, par exemple, ici, vous auriez pu dire d'ailleurs qu'il n'y a rien d'intéressant dans cette région. Par imputation, vous trouvez qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et ça vous permet de transformer des résultats qui sont sur des personnes où vous avez tous ces points d'interrogation parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont à ces variants, en une probabilité qu'ils ont effectivement le variant 1 ou le variant 2, etc. Donc, si vous voulez, ça vous permet de déduire le génotype des personnes qui ont été impliquées dans votre étude, même pour des variants qui n'ont pas été testés au départ. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que, bon, on a encore un quart d'heure. Le deuxième papier est tout à fait passionnant, parce qu'il est totalement basé sur cette histoire d'imputation. Et lui, il séquence effectivement, il va séquencer des génomes complets, mais il va utiliser, contrairement au papier anglais, etc., qui dit on séquence 22 000 gènes, mais on en étudie que 6. Ce papier donc, de l'équipe de Kari Stefansson du laboratoire d'ECODE en Islande, ils ont commencé par faire quoi? Ils ont commencé par séquencer le génome complet de 2260 Islandais. J'avais parlé dans d'autres cours de DECODE. DECODE, donc, c'est une boîte privée qui a été fondée par un Islandais qui s'appelle Kari Stefansson, qui était professeur de neuropathologie à New York et qui s'intéressait beaucoup aux maladies neurodégénératives, et puis qui s'intéressait à la génétique et qui s'est dit mais la population islandaise est idéale pour faire de la génétique. Pourquoi? Parce que d'abord c'est une population qui est relativement homogène, hein, puisque comme c'est une île, ça limite quand même le flux génétique, etc. Et deuxièmement, parce qu'ils ont des données, il n'y a pas eu de guerre en Islande, donc ils ont toutes leurs données généalogiques depuis l'an 1000, donc ils savent exactement quelles sont les relations entre les personnes, les relations familiales. Si quelqu'un est cousin au 4e degré de tel autre, ils peuvent le savoir. Ils ont un très bon système de santé avec des données cliniques archivées depuis le début du XXe siècle. Et donc, il a proposé de faire de la population islandaise une population d'études, non pas de la maladie d'Alzheimer ou de la polyarthrite rhumatoïde, mais de la génétique de toutes les maladies. Ce qu'il avait proposé au gouvernement irlandais, il y a eu une discussion au Parlement, que pour les gens qui veulent, ils vont être génotypés et dans certains cas séquencés. Donc il y aura des données génétiques et ils doivent autoriser également à avoir accès à leur dossier médical, y compris au dossier médical de leurs parents, grands-parents, etc., puisqu'il est là. Et ça donne en fait, cette population islandaise, en tout cas la moitié à peu près de la population qui a accepté, devient un terrain d'étude pour quasiment l'ensemble des maladies génétiques. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il séquence le génome de 2260 Islandais. Je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas en France plus de 50 ou 100 personnes dont le génome complet a été séquencé. Hein, donc, il y a, pour une population qui est grande comme, je crois, c'est 300 000 habitants, hein, l'Islande, il a quasiment 1% de la population qui a été séquencée complètement. Qu'est-ce que ça va permettre d'avoir cette séquence complète? Et en plus, comme il connaît
les relations généalogiques entre les personnes. Il va pouvoir avoir les haplotypes avec une extrême précision, et notamment ce qu'on appelle la phase des haplotypes. Parce que nous avons à chaque fois deux chromosomes 1, deux chromosomes 2, etc. Et donc, pour vraiment connaître l'haplotype, il faut savoir, sur un chromosome, on a telle chose, sur l'autre chromosome, on a telle ou telle autre chose. Et le meilleur moyen pour savoir, c'est d'avoir des données généalogiques. Il y a d'autres moyens, mais le plus précis, c'est les données généalogiques. Donc, d'avoir la séquence du génome de 2260 Islandais et d'avoir en plus les données familiales sur ces Islandais, ça lui permet d'avoir les haplotypes qui sont présents dans cette population. Et d'en déduire, pour chaque variant rare qu'il peut trouver, quel est l'haplotype précis sur lequel il se trouve. Donc, à partir de là, il regarde des variants dans le génome qui changent les protéines donc, qui sont probablement affectant la fonction protéique, hein, et ils imputent ces variants chez les gens qui ont une maladie d'Alzheimer et chez les participants contrôle, parce qu'en fait, ils ont 200 000 personnes ou 150 000 personnes de la population islandaise qui ont été génotypées pour les 1 million de variants qu'on utilise dans les Genome-Wide Association Study. C'est-à-dire qu'à partir des 2260 personnes qui ont été séquencées complètement, il peut quasiment en déduire chez les 150 000 qui n'ont pas été séquencés quels sont les variants rares qu'ils ont, hein, par cette technique, cette imputation. Et en faisant ça, mais sans se poser de questions a priori sur quel est le gène candidat ou quel n'est pas le gène candidat, il trouve comme variants qui sont les plus significatifs un variant dans APP qui fait l'objet d'un deuxième papier dont je vais essayer de parler, et puis ce variant TREM2. Donc, si vous voulez, il a analysé tout le génome et il trouve finalement le même variant TREM2 qu'avaient trouvé les Anglais en faisant les choses par gène candidat. Alors, vous me direz, finalement, quel est l'intérêt de faire ça? C'est que vous allez voir la semaine prochaine, une fois qu'il a ces données, d'abord, il a trouvé un autre variant Alzheimer que les autres n'avaient pas trouvé dans APP. Et deuxième chose, il a maintenant les données qui lui permettent d'analyser le diabète de type 2, la schizophrénie, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, il a toutes les données sur tous les variants rares du génome, d'une part. Il peut donc en déduire chez les 150 000 personnes qui ont été génotypées dans les analyses de type GWAS en Islande, quels sont les gens qui l'apportent. Et il va pouvoir donc passer à la moulinette des différentes pathologies. Alors, il a quand même trouvé encore quelque chose d'additionnel pour ce variant TREM2. Parce que les gens qui participent à son étude, certains acceptent, donc il y a les données cliniques qui sont disponibles, mais ils acceptent aussi éventuellement de faire partie d'études plus spécifiques. Et il se trouve, oui, je vais aller là. Une des études qui ont été faites dans la population islandaise sur un certain nombre de personnes, c'est de tester des gens qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer avec des tests cognitifs que l'on fait tous les 2 ou 3 ans pour voir quelle est l'évolution des
des tests cognitifs chez ces personnes, donc personnes non atteintes de maladie d'Alzheimer. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il va trouver ? Que, comme il a pu reconstituer, si vous voulez, toutes les personnes qui avaient le variant TREM2 par imputation, ici, attendez, j'essaie de tout, je ne vois plus le... Voilà, ici. Donc, c'est un test cognitif où plus vous êtes bas, plus votre cognition est préservée. Hein. Donc, si vous êtes haut, c'est pas bon. Si vous êtes bas, c'est meilleur. Et vous voyez, donc c'est une étude qui a été commencée pour des personnes qui avaient 80 ans jusqu'à 98, à peu près. Hein. Et vous voyez, les gens qui n'ont pas le variant TREM2, c'est un variant rare, hein, on n'en trouve pas beaucoup des gens. Les gens qui n'ont pas le variant, ils sont en bleu. Vous voyez, en bleu, la courbe va en augmentant, ce qui indique que progressivement, leur cognition devient un peu moins bonne, d'accord ? Mais quand vous regardez les gens en rouge, c'est ceux qui ont ce fameux variant TREM2, qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer, hein, mais ils ont ce variant TREM2. Et ce que vous trouvez, c'est qu'ils sont en moyenne, ils ont des scores plus élevés, ça veut dire qu'ils ont une cognition qui est déjà altérée, bien qu'ils n'aient pas la maladie d'Alzheimer. Alors, vous direz, vous avez fait les barres d'erreur, elles sont très importantes. Pourquoi elles sont très importantes ? Parce que ce variant, il est présent dans moins d'1% de la population. Donc, c'est difficile d'en trouver suffisamment pour avoir des valeurs statistiquement très, très, très correctes. Mais enfin, c'est évident que vous voyez ici qu'ils sont toujours... Donc, qu'est-ce qu'il en déduit ? Que ce variant TREM2, non seulement il augmente la probabilité par un facteur, ici, je crois, lui, trouve à peu près 3, un odds ratio de 3, d'avoir une maladie d'Alzheimer, mais que même chez les gens qui n'ont pas de maladie d'Alzheimer, il est impliqué dans le déclin cognitif en absence de signes évidents de maladie d'Alzheimer. Simplement, pour vous montrer la précision de son imputation. D'abord, voilà ce qu'il dit, c'est en séquençant 2260 Islandais, nous avons trouvé 200 000 variants dans le génome non synonymeux, c'est-à-dire qui changent un acide aminé au sein d'une protéine. 200 000 variants non synonymes. Ils ont été tous, donc dans les 22 000 gènes, c'est-à-dire en moyenne 10 variants par gène. Ils ont été tous imputés parmi toutes les personnes, les 100 000 personnes ici, qu'ils avaient génotypées basées sur les puces. Et pour indiquer que cette imputation est correcte, ils ont testé 964 personnes en testant directement ce variant R47H, 964 personnes, dont 30 avaient été prédits pour avoir ce variant. Eh bien, pour l'ensemble de ces 964 personnes, le génotypage direct a confirmé l'imputation. Et donc, les 30 participants qui étaient prédits d'être hétérozygotes pour ce R47H ont été effectivement retrouvés hétérozygotes pour ce 47H. Donc ça montre la puissance de ce qu'ils ont fait en séquençant comme ça 2200 personnes de la population islandaise, en ayant plus de 100 000 dont ils connaissent à la fois le génotype sur 1 million de SNP et dont ils connaissent, je dirais, la clinique. Alors évidemment, ça génère chez nous les histoires Big Brother parce que, en principe, il sait tout, je dirais, sur la santé de ces gens-là. Mais ils ont accepté. Hein, le gouvernement islandais avait accepté qu'ils puissent proposer ça. Les gens peuvent refuser, évidemment. Mais pour ceux qui ont accepté, d'une certaine manière,
l'ensemble de leurs données cliniques, je suppose anonymisées, mais enfin, sans doute pas complètement, parce qu'il doit pouvoir revenir, par exemple, à ces tests de cognition, il doit pouvoir dire, voilà, telle personne a eu ce test de cognition. Donc, alors, l'importance de TREM2, c'est TREM2, c'est un gène qui est exprimé principalement dans les cellules myéloïdes, c'est d'origine sanguine, et en fait, c'est un gène qui est impliqué dans ce qu'on appelle l'immunité innée, et notamment dans la phagocytose contre les bactéries, mais aussi probablement la phagocytose qui permet de nettoyer dans le cerveau par la microglie les restes de cellules ou peut-être les plaques, etc. Et donc, si vous voulez, l'importance de ce gène TREM2, c'est que ça ouvre une nouvelle voie physiopathologique. Il ne concerne qu'un petit nombre de personnes, puisqu'il n'est présent que dans... le variant à risque n'est présent que dans moins d'1% de la population. Mais le fait de montrer l'implication de TREM2 dans la maladie d'Alzheimer, c'est montrer une nouvelle voie physiopathologique de l'immunité innée et de montrer, puisque quand vous avez ce variant, ça multiplie par un facteur de 4 le risque de maladie d'Alzheimer, que le rôle de cette de TREM2 est très important dans la physiopathologie. Et donc ça suggère que peut-être ça pourrait être intéressant comme piste, disons, pour des stratégies thérapeutiques. Et j'aimerais quand même j'ai pris du retard, mais avec 2-3 dias, vous parlez d'un autre papier qui était paru juste l'année d'avant, donc en 2012, de nouveau de décode, de nouveau basé sur la même stratégie d'imputation, et parce que je trouve que c'est un très beau papier, c'est la même stratégie. Hein. Comme dit, maintenant ils sont prêts à faire ça. La semaine prochaine, je vous montrerai ce qu'ils ont obtenu sur le diabète de type 2 grâce exactement à cette même stratégie. Il suffit qu'ils mettent dans leur computer, ils changent le nom de la maladie et pour que ça mouline, ou à peu près. Hein. Donc toujours, à l'époque, quand ils ont fait ce papier, ils n'avaient pas encore leurs 2260 Islandais complètement séquencés, ils n'en avaient que 1800. Ça faisait déjà pas mal. Leur dernier papier sur le diabète de type 2, ils ont maintenant 2600. Mais ça... Et donc, je vous avais dit, ils ont cherché à savoir est-ce qu'il y a des variants qui sont présents chez les Alzheimer, plus ou moins que dans la population générale, et simplement, sans tester ces variants eux-mêmes, mais simplement les imputant, c'est-à-dire en sachant sur quel haplotype ils sont, ils ont les données sur leurs 100 000 personnes qui ont été testées, etc. Et ils trouvent un variant qui change un acide aminé dans la protéine APP. Donc vous pourrez se dire, ok, ça fait depuis 1991 qu'on sait que APP est impliqué dans la maladie d'Alzheimer, donc quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que ce variant-là, il est moins fréquent, il est très rare, mais il est moins fréquent chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer que dans la population. Là, vous avez fréquence du variant 0,13% des patients atteints de maladie d'Alzheimer, 0,45% dans la population contrôle. Si vous prenez la population contrôle qui est âgée de plus de 85 ans, c'est 0,62%, donc c'est encore plus élevé. Et si vous prenez la population contrôle qui a une cognition intacte, c'est 0,79%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un variant qui est plus fréquent chez les gens qui ont... Il reste rare, 0,79%, ce n'est pas une grande partie de la population. Il est plus fréquent chez les gens qui ont 85 ans et qui ont une cognition intacte que dans la population générale, et il est nettement plus fréquent que dans la population qui ont la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire que c'est un variant
protecteur. Okay, et non seulement il montre qu'il est protecteur, mais dans la même analyse que je vous avais montré tout à l'heure, le test de cognition, je vous avais dit plus c'est haut, moins bon c'est. Ça, c'est l'évolution dans des gens qui n'ont pas ce variant. Les gens qui ont ce variant, c'est plus bas, donc ils ont une meilleure cognition. Et vous voyez que c'est un variant qui est protecteur même de la cognition chez des gens qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer, mais simplement le déclin cognitif lié à l'âge. Bon, donc tout ça, c'est intéressant. Mais moi, ce que je trouve le plus étonnant dans et informatif dans ce papier, c'est que ce variant, il change dans APP l'alanine au résidu 673 en une tréonine. OK. Simplement, il y avait un variant à cette même exacte position qui était connu pour être responsable de formes précoces de maladie d'Alzheimer. En fait, dans ce cas-là, une forme rare récessive. Donc, voilà un variant, une mutation, qui, au niveau d'une protéine, selon qu'il change tel acide aminé, l'alanine en tréonine, c'est un variant protecteur qui diminue d'un facteur d'environ 3 ou 4 le risque de maladie d'Alzheimer, chez malheureusement trop peu de gens. Une variation à la même position, mais simplement changeant une alanine en valine, ces deux acides aminés qui se ressemblent beaucoup, augmente est responsable de maladie d'Alzheimer, une forme récessive de maladie d'Alzheimer précoce. Et l'explication, qui pour moi est peut-être la meilleure des preuves pour l'hypothèse bêta-amyloïde, c'est que quand on teste dans un test cellulaire avec la protéine wild type, la protéine mutée telle qu'il a trouvé avec ce variant protecteur ou avec le variant qui est associé à la maladie d'Alzheimer, la production du peptide bêta-amyloïde dans un test de production du bêta-amyloïde, vous voyez que ce variant diminue la production du peptide amyloïde, et donc on comprend pourquoi il est protecteur, alors que l'autre variant, il fait plus que tripler la production. Alors simplement, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'au niveau d'une protéine, souvent on regarde, tiens, tel variant touche une région conservée de la protéine, donc il va avoir un effet délétère. Mais souvent on ne fait pas trop attention parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, c'est dire oui, mais peut-être que à ce niveau-là, il peut y avoir des variants qui vont dans tel sens ou des variants qui vont dans tel autre sens. Je donnerai un exemple la semaine prochaine pour l'histoire d'hypercholestérolémie. Vous pouvez avoir des variants faux sens, les uns qui augmentent le taux de cholestérol et les autres qui diminuent le taux de cholestérol, et avec des effets donc très différents sur le risque cardiovasculaire. Et la question, c'est qu'à l'heure actuelle, sauf si vous avez des tests fonctionnels pour chaque gène, vous êtes incapable de prédire si par séquençage vous trouvez un variant, est-ce que c'est un variant qui va dans tel sens ou c'est un variant qui va dans le sens contraire. Et ça, c'est tout le problème quand on dit, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de médecine personnalisée, grâce au séquençage, on va trouver, n'est-ce pas, tous les variants à risque, etc. Mais il y a plein de variants qu'on ne saura pas interpréter. Et ça, c'est vraiment un exemple qui montre que dans une protéine dont on sait déjà quelle est l'implication, dans la maladie d'Alzheimer, et à une position où on sait que cette position, quand ça mute, ça peut entraîner une maladie d'Alzheimer précoce, vous pouvez avoir un autre variant à la même position qui, lui, au contraire, est protecteur. Voilà. Donc je crois que là-dessus, je vous ai sans doute un peu... Oui, oui, absolument. Oui.